On est ravis aujourd'hui de terminer ce cycle avec Didier Caz et Orange, avec qui on a co-organisé cette conférence immeuble 100% fibre, impact sur les services collectifs et individuels, ça va être la thématique. Ça fait quelques années, Didier, qu'on fait ça, et c'est un grand plaisir de le faire aussi avec vous, cher Didier, depuis ces nombreuses années. Puisque bon, ça c'est la vie, il y a d'autres orientations qui arrivent et on vous verra peut-être un peu moins sur la scène ou de manière différente tout au moins. Exactement. Et moi aussi, je suis d'autant plus ravi de pouvoir le faire et de terminer un petit peu une partie de mon parcours professionnel sur cette journée-là, aujourd'hui. Donc, de nous retrouver, vous avez vu, aux couleurs de la Saint-Patrick. Donc, j'espère que ça va être très sympa et qu'on va avoir de bons échanges et qu'on va arriver à vous apporter des réponses encore si vous avez encore quelques questions sur le sujet. Merci de votre confiance pour nous, et puis je parle au nom de tout le monde, pour la confiance que vous avez accordée à tous les opérateurs sur la partie immobilière. Et c'était un grand plaisir d'avoir ce professionnalisme à nos côtés. Un grand merci effectivement pour les partenaires qui sont avec nous aujourd'hui. Là, vous avez tous les logos. Et puis, un tour de table, on va en parler. Voilà, Benjamin a tout de suite switché le trombinoscope. Alors, on a un petit changement parce que Stanko a été touché par notre célèbre virus, Stanko Trifunovic, qui est à distance pour l'ARC. On peut faire un petit tour de table de présentation, cher conférencier, pour notre public, et puis après, on rentrera dans le vif du sujet. Bon, peut-être Stanko pour commencer en termes de présentation. Oui, bonjour à tous. Je suis Stanko Trifunovic. Je suis le responsable de la coopérative technique de l'ARC qui s'appelle ARC Service. Alors, l'ARC, c'est l'association des responsables de copropriété. Et donc, à ce titre, depuis les années 80, on accompagne les copropriétés dans tous les écueils. On essaie de leur éviter les écueils de la gestion courante d'une copropriété. Voilà, je crois que l'ARC, c'est aujourd'hui en termes de nombre de copropriétés. On est quasiment à 15 000 copropriétés adhérentes. Voilà, donc sur toute la France. Oui, ça représente un peu de monde, tout ça. Pour continuer, alors effectivement, Francis, allez, je vous laisse prendre les micros. Bonjour tout le monde, Francis Vaillant, je suis le secrétaire général de l'Union des syndicats des grandes copropriétés. On est beaucoup plus jeune, on a démarré dans les années 90 parce que les grandes copropriétés ont des problématiques qui sont totalement différentes de la copropriété classique qui fait en moyenne 12 lots. Alors vous voyez, quand on a les copropriétés qui font 500 ou 1000 lots, nous sommes de véritables entreprises. Alors on démarre depuis déjà une trentaine d'années. Vous représentez à peu près entre une quarantaine, une cinquantaine de grosses copropriétés, mais qui représentent davantage, je dirais, en termes de nombre de copropriétés, nombre d'habitants. Voilà, et essentiellement tourné sur l'ouest parisien. Voilà, la plus grosse copropriété. C'est Paris 2 qui fait 7500 logements. 7500 logements. Et la propriété dans laquelle j'étais en fait elle toute seule 1500 aussi. Donc vous voyez, c'est des gros monstres avec des millions d'euros de chiffre d'affaires, enfin de budget annuel. Donc ils représentent plus une mentalité d'entreprise, beaucoup plus que de simple copropriété. Voilà, merci d'être avec nous. Adèle. Oui, bonjour. Donc d'abord, merci pour l'organisation de cet événement. C'est important de faire ce genre d'événement parce que ça remet vraiment en lumière certaines problématiques qu'on peut rencontrer sur le terrain. Donc, à travers ce genre de rencontres, on va essayer de vulgariser, familiariser et essayer de répondre à certaines questions qui sont soulevées sur le terrain. Donc, moi, c'est Adèle Guidiri, je m'appelle Adèle Guidiri, donc je suis au sein de la Fédération française des intégrateurs électriciens, la FFIE, et je m'occupe notamment de tout ce qui est courant faible pour la fédération. Donc, c'est à ce titre que la fibre optique m'intéresse. Merci à vous. Alors, ensuite, on en a donc Claude qui est avec nous pour vous présenter. Bonjour, moi je suis Claude Richard, je suis chargé de mission au Credo et j'aurai l'occasion de vous présenter le Credo dans les premières minutes, donc je ne vais pas trop m'attarder à le présenter. Voilà, vous avez une petite présentation voilà. PowerPoint qu'on partage. Je vais vous expliquer c'est le Credo, mais un peu plus tard. Didier Caz pour Orange. Oui, alors je suis encore pour quelques jours le responsable des affaires publiques chez Orange avant de voler de mes propres ailes en freelance. Donc voilà, je vais vous parler pas mal, donc
je continue à peu près mon parcours en tant que conseil et expert sur le déploiement de la fibre optique. Voilà. Donc là, il y a aussi une présentation effectivement sur la fibre. Et ensuite, François-Xavier. Bonjour à tous. Donc oui, François-Xavier Geland. Je vais parler de la SBA, donc Smart Buildings Alliance. Je vais avoir l'occasion tout à l'heure de vous en parler et d'aller plus loin dans nos travaux. Juste dire qu'on travaille sur la Smart City au niveau quartier. Le tertiaire, tu as parlé du décret tertiaire, donc ça c'est une grande partie historiquement de nos travaux. Et puis moi je suis ici évidemment avec la casquette résidentielle. Voilà. Merci à vous. Alors, on avait dit pour commencer qu'on allait commencer par une petite présentation pour cadrer le sujet. Didier, quand on a construit cette conférence, qui méritait d'aller au bout du sujet, qui était de dire quels sont les services qu'on peut développer grâce à la fibre, puisqu'on déploie la fibre, ce n'est pas encore terminé, je crois, mais ça, vous allez en parler. Et quels sont les services? Donc, ça méritait qu'on passe un peu de temps. Il y a environ une trentaine de minutes plutôt de présentation. Présentation et PowerPoint ou Google Slide, et ensuite on va avoir une heure de table ronde et de prise de questions de notre public. Donc vous pourrez poser vos questions, vous qui êtes à distance, vous pourrez vous poser vos questions effectivement sur le chat que vous avez. Donc on commence par votre présentation, Didier, avec la petite zapette que je vais vous passer, voilà, et sur lequel vous allez pouvoir avancer. Oui, alors justement, j'ai ce rôle un petit peu de mener un peu le débat et d'entraîner un petit peu et de faire cette introduction pour que justement on dise un petit peu où c'est qu'on en est, puisque c'est par habitude, à chaque fois que même j'interviens dans les ateliers de l'Arc ou autres, c'est régulièrement, je rappelle où c'est qu'on en est et vers où on va. Et donc, pour introduire cette table ronde cet après-midi, je voulais qu'on fasse un petit point. Donc, Orange, je ne vous le présente pas, quelque part, vous aurez les slides si vous répondez donc tout à l'heure sur le lien qu'on va vous envoyer. Bon, on est un opérateur, on est 8e marque mondiale des télécoms, on est numéro 1 de la convergence, on a quelques millions et quelques dizaines et centaines de millions de clients. Et voilà, et on est quand même un opérateur majeur dans le déploiement des réseaux en France et ailleurs, puisqu'on est quand même présent dans 26 pays aussi où on a une forte présence, notamment toute la partie Afrique, mais aussi bien en Europe, donc avec l'Espagne et d'autres pays. Ah oui, quelque chose quand même qui était assez intéressant, on parlait d'énergie, et sur le plan énergétique aussi, on est fortement engagé, puisque quand même avec tous nos matériels et la data et tout ce qu'on a, on dépense quand même et on coûte cher en la matière donc énergétique. Je rappelle qu'on est tellement bien engagé qu'à date déjà, on va dire le groupe est une consommation d'électricité déjà à 36% d'origine renouvelable. Ça veut dire que quelque part, on travaille énormément dans ce sens-là pour que justement, on soit de plus en plus propre, et c'est déjà pas mal. Alors, une petite question avant de démarrer quand même, juste un peu pour se mettre dans le bain. Vous avez tous en parlé, je vous en parle déjà depuis pas mal de temps. Quelles sont les conséquences de l'arrêt du RTC, donc ce fameux réseau commuté que vous avez vu arriver dans les années 70 et qui jusqu'à aujourd'hui nous amène à ce que à l'instant T, quand à l'instant T, vous pouvez décrocher et avoir une tonalité. Tout ça s'arrête là à partir de 2023 notamment, et donc il y a quand même quelques conséquences associées à cela. Donc voilà, vous pouvez répondre aux questions. Donc, il y a 4 réponses possibles, multiples. Hein. Donc, il y a plusieurs conséquences possibles. Donc, une obligation à disposer d'une box, la fin de la connexion continue lors d'une panne électrique, la disparition du réseau physique en cuivre et la fin des services dédiés à toute gestion technique du bâtiment. Voilà. Allez, on vous laisse voter. 5, 4, 3, 2, 1. Allez, 0. Benjamin, on laisse afficher les résultats. Alors, il y a un petit truc qui s'est marqué. Est-ce qu'on n'a que ça, nous, le host? Ah ouais, non, il n'y a que nous. C'est un problème de. Ah. Alors, c'est un problème d'écran. Ça, il faut que je le gère. Moi. Ah oui, le OK, là. Alors, désolé, cher public. Ah oui, il y a toujours quelques petits soucis de technique, hein, vous savez, surtout en fin de semaine. Hein. Pas simple. Ou alors un effet du 49.3. Voilà, c'est l'écran qui se met en veille. Voilà. Donc, on a les réponses effectivement qu'on a derrière.
54%. Ça y est, voilà, j'aime bien Voilà, voir. ça y est. Donc, d'après ce que je vois, vous pensez donc une obligation de disposer d'une box, vous êtes à peu près à 54%. La fin d'une connexion continue lors d'une panne électrique, bon, vous n'êtes pas beaucoup. La disparition du réseau physique, par contre, vous avez vu. Ça va disparaître. Hein. Ça va disparaître. Ça s'affiche juste 30 secondes. Il nous propose là sur la télé les films qu'on pourrait acheter. Ah oui, Ouais. la disparition des réseaux physiques entre en cuivre et des services qui soutiennent, la fin des services dédiés à toute gestion. Bon, je vous donne le résultat. Attention, t'attends. Voilà. Alors, ce n'est pas tout à fait ce que vous avez fait transparaître. Ça montre combien il faut qu'on continue à parler sur le sujet. Oui, il faudra une box systématiquement. Maintenant, à partir de demain, donc, il faudra systématiquement avoir une box pour pouvoir avoir ne serait-ce que le téléphone. Allô, seulement. La fin d'une connexion continue entre une panne électrique. Ben alors là, tous les plus anciens, vous devez savoir ça quand même. Que vous savez savoir ça, que grâce au téléphone, à tout moment, même quand il y avait une panne d'électricité dans votre quartier, vous pouviez téléphoner. Parce que tout simplement, on injectait 48 volts dans le fil téléphonique qui permet de continuer à fonctionner. Donc ça, c'est la fin, oui. Il n'y aura plus ce côté-là. Ça là. Par contre, la disparition du réseau physique en cuivre et des services qui le soutiennent, non, et bien sûr, et la fin de services dédiés à toute gestion technique du bâtiment, ça va s'arrêter comme ça, comme tel, parce qu'il faut trouver d'autres solutions. Donc, ça va être le sujet d'aujourd'hui. Alors, j'attaque mon introduction, justement aux tables rondes. Je voulais simplement faire quelques rappels. Je ne vais pas être très long. Alors, le numérique, il est devenu quand même un élément essentiel de l'habitat et il a joué et il joue de plus en plus un rôle central dans la continuité de la vie économique et sociale d'un pays. À tout moment, je veux dire, je ne veux pas rappeler ce que malheureusement on a dû subir ces quelques années, ces dernières années, mais heureusement qu'il y avait un accès systématique partout, chez tout le monde, où qu'on soit, même dans les endroits les plus reculés, pour qu'on puisse continuer à se parler, continuer à travailler, continuer à faire que la vie sociale puisse encore exister et continuer même à payer les impôts, puisqu'on pouvait directement le faire comme ça. Alors, je voulais simplement dire que chaque siècle a eu ses grands moments de grands bouleversements. C'est vrai que le XXe siècle, duquel nous venons à peu près tous ici, a fait il y a eu des grands bouleversements, des grands changements. Il y a eu tout ce qui a été dans la mobilité, les réseaux ferrés, tout ça, tout ce qui est l'automobile, tout ce qui a amené, puis ces routes et ces autoroutes. L'électrification, moi, je fais toujours pâlir mes enfants, ou mes petits-enfants encore plus, c'est encore plus facile. Quelque part, quand je leur dis que quand je suis né, il n'y avait pas d'électricité chez moi. Bon, voilà, il n'y avait pas d'électricité chez moi, je ne pouvais pas comprendre ça. Pourtant, ils ne me voyaient pas si vieux que ça, mais pourtant, voilà, quelque part, quand je suis né en 57, dans ma maison natale, il n'y avait pas d'électricité. L'eau, il fallait la chercher aussi, il n'y avait pas l'adduction directe d'eau. Et le téléphone est arrivé après, c'est généralisé un tout petit peu plus tard, même s'il existait déjà, mais il s'est et c'est là que j'ai passé un concours et que je suis allé travailler à la capitale. Bon, voilà, pour déployer le téléphone pour tout le monde en France, voilà, dans les années 70. Et après, par accident, on a découvert donc des choses, l'Internet et tout ça, pour exemple. Bon, donc, c'est des grands marqueurs. Eh bien, le premier chantier de ce 21e siècle se retrouve être justement vers l'accès au très haut débit. Le très haut débit, donc, qu'on va retrouver sur deux supports, la fibre, la 4G, 5G. Voilà, c'est un résumé que je vous fais, mais c'est le premier grand chantier qui a mobilisé autant de personnel et autant de milliards pour que, dès le départ de ce début de ce 21e siècle, on puisse accéder à tout ça et pour que, enfin, on puisse se satisfaire de nouveaux modes de vie. Par exemple, mon lieu de vie est devenu mon lieu de travail. Ça aurait été difficile s'il n'y avait pas eu toutes ces connexions, ces connectivités-là. Mais aussi mon lieu d'apprentissage, je peux apprendre depuis chez moi, je peux accéder à la culture depuis chez moi, je peux commercer depuis chez moi avec les plus grandes marques au monde sans me déplacer. Ça, c'est assez important, mais aussi la médecine, bien sûr, les services de l'État, surtout les services de l'État. Moi, je n'arrête pas de dire pour le côté des, comment dirais-je, des territoires, l'attractivité des territoires,
Mais j'ai dit, oui, on pleure parce qu'on nous ferme la trésorerie, on nous ferme tel service d'accès à différentes aides et tout ça. Mais en réalité, aujourd'hui, tout le monde l'a chez lui, ça. Vous payez vos impôts, faites vos déclarations depuis chez vous. Donc, on n'a pas besoin d'avoir un bâtiment. Chacun a son accès direct. Donc, voilà. Tout ça pour dire que ce 21e siècle, c'est magnifique. Alors, quelque chose encore dont je voulais partager avec vous, c'est où en sommes-nous et les conséquences. Alors, la France, 100% fibre, c'est pour bientôt. On va dire que voilà, les résultats sont là. Vous pouvez consulter ça en allant sur certaines cartes, notamment fournies par l'ARCEP, notre régulateur. Mais quelques chiffres clés. 34,45, donc 34 millions et demi à fin 2022, c'était le nombre de logements rendus raccordables. C'est-à-dire des gens chez qui, si vous voulez, vous pouvez demander un abonnement très haut débit, donc de la fibre. Donc, c'est énorme quand même. C'est pas rien quand même, 34 millions là-dessus. Alors, quels sont ceux qui ont passé le pas? Eh bien, 18 millions de nos concitoyens ont passé le pas, c'est-à-dire ont abandonné les offres ADSL et tout ça et sont allés directement sur la fibre optique. 18 millions, ce n'est pas, voilà, ce n'est pas quelques personnes un peu comme ça. Et aujourd'hui, il y a bien plus d'abonnements sur la fibre qu'il en reste sur la DSL. Juste une petite remarque, c'est 18 millions de logements ou de personnes? C'est de logements. Donc, c'est beaucoup plus que de personnes, finalement. Puisque c'est 18 millions de logements. Le reste, c'est les logements. Les 34 millions, ce sont des logements. Et les 18 millions, c'est les personnes. Oui. D'accord. Voilà. Sauf que dans un logement, il peut y avoir 3, 4, 5 personnes. Oui, j'ai compris. Et donc, après, ce que je voulais simplement dire, ça va être l'objet des discussions qu'il va y avoir après, c'est que aujourd'hui, ces supports-là nous aident à travailler sur 2 supports. Il y a tout ce qui fait que tout ce qu'il y a à l'intérieur du logement, faire en sorte que vous puissiez regarder la télé, avoir Internet, faire téléphoner, tout ça, donc les parties privatives. Mais il ne faut pas oublier aussi les parties donc, collectives dans lesquelles il y a énormément de services au-delà des ascenseurs, mais il y a le machine-to-machine, il y a tout ce qui est lié donc aux capteurs, tout ce qui est lié au suivi, à la surveillance et tout là, qui sont dans les parties communes. Et tout ça doit pouvoir converger sur un seul et même support, notamment donc les réseaux en fibre. Après, il y a donc les annonces effectives et celles à venir. Il y a les annonces sur le fait de l'arrêt du RTC, dans ce fameux ce fait qu'il y ait le 48 volts ou pas le 48 volts dans les câbles, donc à fin 2023, donc c'est cette année, c'est là, on y est dedans. Et la fibre a vocation à terme à se substituer systématiquement à tous les supports cuivre qui amènent, pas dans le logement, mais tout ce qui transporte à l'extérieur, donc d'ici 2030. Ce qui veut dire que des réseaux cuivre deviendraient totalement obsolètes par rapport là-dessus. Voilà, donc, en gros, je vais arrêter là-dessus pour ne pas être trop long et engager directement là-dessus. Je voulais simplement dire que les réseaux, ce début du XXe siècle, donc, s'oriente à aller sur 2 supports, donc la fibre et ensuite le réseau mobile. L'abandon, il y a déjà des chantiers et des choses qui ont été mises en place. Il y a plein de choses, des signaux avertisseurs qui nous montrent bien que l'accès au très haut débit, c'est la demande de tous et pour tous. Et ça faisait partie des grandes revendications, même des Gilets jaunes. Ne nous abandonnez pas, dans notre cas. Et bien, justement, le très haut débit, il est partout et pour tout le monde, partout. Et ce qui était assez important pour moi aussi de montrer, c'est qu'il fallait aussi penser à tous ces services collatéraux, tout ce qu'il y a. Ce n'est pas tout que d'amener la télévision, cet opium un peu que des peuples, souvent qu'on dit être, cette télévision pour tous, là, il y a aussi tous les services qu'il y a autour, ne serait-ce que pour le suivi au sein même de la copropriété. Donc, je suis ravi qu'il y ait des représentants de copropriété, des petites et des grandes, et des très grandes, où justement ce sujet-là est vraiment un sujet fort et sur lequel il faut on a déjà travaillé ensemble. Donc voilà, donc le tout IP, donc ce fameux service nouveau et protocole nouveau qui va se généraliser, on va le retrouver dans toutes les copropriétés.
trouver des équipements actifs et intelligents avec des intégrateurs pour les faire fonctionner au sein même de chacun des bâtiments ou des internats. Pourquoi? Parce qu'il va falloir quand même que tout ça fonctionne 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc, c'est une ouverture, on en parlera tout à l'heure, sur des nouveaux métiers, sur des nouvelles choses là-dessus, parce qu'il va falloir des gestionnaires. Le téléphone, c'est pas comme c'est resté très, très, très longtemps dans la tête de beaucoup de promoteurs, le petit truc qu'on pense ou qu'on ne pense pas, qui doit être là à la fin. Aujourd'hui, j'ai entendu une des conférences cette semaine-là qui a fait et sur laquelle ils n'avaient pas la réponse, et moi j'amène la réponse, au même titre qu'il y a des audits énergétiques. Aujourd'hui, il y a déjà des audits sur le côté de la connectivité des bâtiments. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs grandes fédérations d'agents immobiliers et tout ça, qui ont inclus systématiquement dans la petite plaquette, quand ils vous vendent un appartement ou un immeuble, la fibre est là, il y a tel et tel opérateur de présent et vous avez accès à ceci et cela. Oui. Donc, ça fait partie quand même dans les choix et les critères de choix qu'ont maintenant les futurs acheteurs, de pouvoir dire « Ah oui, là, j'achète parce qu'au moins, je ne suis pas paumé, je vais pouvoir télétravailler depuis là, je vais pouvoir être consultant depuis là et tout ça. » C'est un minimum. Il y a, pour certains, c'est indispensable. C'est-à-dire que je ne peux même plus être dans un logement si je n'ai pas la fibre parce que si j'ai des contraintes professionnelles ou des contraintes de garde. Et donc, si je ne suis pas équipé avec la fibre, je ne peux pas les avoir. Donc là, effectivement, tes coordonnées oui, alors ces coordonnées-là, vous les oubliez un petit peu hein, parce que bon, sous peu, cette adresse .com va disparaître. Elle sera en .fr, mais ce sera payant. Voilà. Que je continue à vivre. Donc, voilà. On vous les passera aussi. Donc, c'est la même en .fr. On a compris. Ensuite, on va continuer effectivement avec vous pour le credo. Claude, vous allez suivre aussi ce sujet. Voilà, bon, je redis bonjour si je ne l'ai pas dit tout à l'heure à toutes et à tous. Voilà, je suis content d'être parmi vous aujourd'hui pour vous parler un peu alors, du credo et de la fibre. Donc, le credo, en fait, c'est une association interprofessionnelle. Nous fêterons l'année prochaine nos 30 ans. 30 ans, hein, donc voilà. Je veux dire que quand on a commencé il y a 30 ans, en fait, sur la fibre, il n'existait pas grand-chose d'écrit. Il y avait bien sûr des grands donneurs d'ordre qui l'utilisaient, Aéroports de Paris, SNCF, les réseaux nationaux utilisaient la fibre, mais elle n'était pas vue par tout le monde. Notre baseline, nous, c'est de pouvoir promouvoir la fibre dans les réseaux de télécom. On ne s'occupe pas de l'éclairage, pas de choses comme ça. Nous, c'est dans les réseaux de télécom. C'est une association qui est essentiellement basée sur l'échange. Nous sommes un comité d'experts, des experts se réunissent autour d'une table. Vous imaginez, nous sommes 30, on pose chacun une idée sur la table. Vous donnez une idée, vous en recevez 29. Donc, vous voyez, vous êtes toujours gagnant. Donc, c'est l'intérêt. On va écrire des guides, on va écrire un certain nombre de publications qui vont toujours aller dans le même sens, faciliter l'utilisation de la fibre dans les réseaux de communication. Et parfois, quand on constate que ce n'est pas bien employé, on se dit que les gens vont avoir une mauvaise image de la fibre et on essaye d'intervenir pour corriger cette image. Voilà. Aujourd'hui, donc, notre président, c'est Richard Topper. Nous avons à peu près 80 membres et nous avons une dizaine d'entités partenaires qui travaillent avec nous sur un certain nombre de sujets. Alors, bien sûr, tous les sujets d'actualité. On travaille sur des infrastructures neutres mutualisées, mais qui sont essentielles pour l'intérêt général. Alors, je vais reprendre un peu des propos de Didier, mais c'est assez logique parce que, en fait, c'est sur la répétition qu'on base l'enseignement. Déjà, le premier truc, c'est qu'il faudrait faire un effort pour se dire qu'aurait pu être le confinement si on n'avait pas eu les réseaux pour s'en sortir. Ça, je pense que ça aurait été dramatique sur plein de sens, parce que les réseaux nous ont permis de continuer à travailler, continuer à apprendre, continuer à avoir des liens avec les gens qui nous sont chers. Tout ça, ça n'aurait pas été possible si les réseaux n'avaient pas été là. Je pense que s'il n'y avait pas eu de réseau, on n'aurait pas pu appliquer le confinement. Bonne ou mauvaise chose, ce n'est pas à moi d'en juger, mais en tout cas, on n'aurait pas pu appliquer le confinement. Le confinement a pu s'appliquer uniquement parce que ceci était fait.
Alors, comme l'a dit aussi tout à l'heure Didier, bah, il y a des changements qui s'opèrent, il y a des grands changements. Et dans tout changement, il y a des opportunités. Donc, il va falloir les saisir, il va falloir travailler dessus. Ce réseau fibre jusqu'à l'abonné, qu'on appelle FTTH, au départ, il a été créé comme un réseau grand public qui devait remplacer la DSL. Ça servait à quoi? Ça servait à regarder la télé, ça servait à téléphoner et à faire un peu de surf sur Internet. On est passé de ça à un réseau essentiel. Donc, vous savez, quand on change un cahier des charges en même temps qu'on réalise quelque chose, ça pose toujours des problèmes. Ben là, c'est un peu le cas. C'est qu'on est parti sur un réseau grand public et aujourd'hui, on voudrait arriver à un réseau essentiel. Bien sûr, c'est faisable. Il n'y a aucun problème, on va le faire. Mais des tas de questions vont se poser. La première, c'est est-ce qu'on a mis assez de fibres? Ça, c'est une question qui va forcément se poser. Ensuite, la deuxième partie dont a parlé Didier, c'est l'extinction du cuivre. Alors, l'extinction du cuivre, en fait, ce n'est pas un peu comme la TNT ou comme des choses comme ça, où on se dit le 31 mai, ouf, on bascule tout le monde. Là, ça ne va pas se passer comme ça. C'est-à-dire que si on vous dit que l'extinction du cuivre, c'est en 2030, mais si on vous enlève la fibre aujourd'hui chez vous, pour X raisons, soit parce que vous faites partie d'une expérimentation, soit parce que c'est un immeuble neuf et on ne met pas de cuivre, ben en fait, l'extinction du cuivre, pour vous, c'est tout de suite. Ce n'est pas dans 30 ans. Donc, vous voyez, ça change un peu des règles du jeu. Puis, ce qui va aussi changer, c'est tout ce qu'on peut faire à partir du moment où on a des réseaux très haut débit qui arrivent jusqu'à chez nous. Le maintien à domicile, c'est quand même quelque chose qui est vraiment très important. La télémédecine. Mais ceci renvoie aussi au réseau essentiel. C'est-à-dire que si vous appuyez sur le réseau pour dire à la personne qui est seule dans son appartement, on peut la voir, on peut vérifier qu'elle n'est pas tombée, on peut vérifier que son cœur bat toujours très bien, le corollaire, c'est qu'il faut aussi que 24 heures sur 24, ces réseaux fonctionnent. Et aujourd'hui, il faut se poser les problèmes parce que c'est un peu une nouveauté. Jusqu'à présent, dès que vous aviez un problème, vous prenez le téléphone, allô, alors il y a quelques années, c'était France Télécom, aujourd'hui c'est Orange. J'ai un problème, et quel que soit le problème, un problème d'infrastructure, un problème d'application, un problème, vous aviez quelqu'un qui savait faire. Là, maintenant, déjà, la première question à vous poser, c'est qui j'appelle. C'est déjà même pas évident de savoir qui j'appelle. Donc ça aussi, sont des changements qui vont changer. On a parlé de box. C'est vrai que maintenant, la box fait son apparition dans tous les logements. Bon, tout le monde n'est pas d'accord sur le positionnement de la box. Certains la voudraient à côté de la télé dans le salon, d'autres disent bah non, c'est pas beau, je la veux ailleurs. Mais néanmoins, cette box, elle existe. Et puis, on peut se poser la question si elle continuera à exister pendant des années. Parce qu'à partir du moment où tout sera IP, est-ce que la box sera encore là? Et si elle est là, est-ce qu'elle aura les mêmes fonctions qu'aujourd'hui? Ce n'est pas forcément évident. Il y a des services dans l'immeuble qui s'appuient aujourd'hui sur des réseaux bas débit basés sur le cuivre et qui vont forcément disparaître. Ces réseaux, il n'y aura que 2 réseaux pour pallier cette disparition. Il y aura le réseau fixe par la fibre ou le réseau mobile, 5G, 4G. Voilà, on aura ça et il va falloir choisir quelle méthode on applique pour pouvoir subvenir à tous ces disparitions de services. Le bâtiment intelligent, depuis le temps qu'on en parle, là, c'est peut-être une opportunité pour l'avoir. Mais de l'autre côté, si on regarde ce qui se passe aujourd'hui avec le smart, beaucoup de personnes sont en train de réfléchir à savoir est-ce que ce que ça apporte au niveau transition écologique est satisfaisant par rapport à ce que ça coûte en impact sur l'environnement. Sujet à cœur du Credo, puisque le 6 avril, nous organiserons une table ronde sur ces sujets. Donc aujourd'hui, voilà, ces nouveaux réseaux, il va falloir les mettre en place dans les immeubles et on va peut-être se poser la question, est-ce qu'il ne faut pas inventer de nouveaux métiers? Est-ce que, tel que le bâtiment est géré aujourd'hui, on sait répondre à ces questions ou est-ce qu'on ne sait pas y répondre et qu'on va être obligé d'inventer de nouveaux métiers? Et peut-être qu'on va se rendre compte que dans les très grandes structures, c'est assez facile. Et dans les petites structures, le coût apporté par ces nouveaux métiers va peut-être être difficile à prendre en compte. Vous voyez, je pense qu'il va se poser tout un tas de questions dans les années qui viennent
Et j'aurais tendance à dire que toutes ces questions sont des opportunités. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on va peut-être inventer quelque chose. Quand on a amené l'eau courante dans les appartements, on a inventé le lave-vaisselle, on a inventé le lave-linge. Peut-être qu'effectivement, en apportant des réseaux très haut débit comme ça, la nature a horreur du vide, on va développer de nouveaux services, de nouveaux métiers auxquels on ne pense pas encore aujourd'hui. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, là, on entame un chantier, mais on est loin de l'avoir fini. Alors aussi, le problème de tout ça, c'est la qualité des réseaux. Ça, la qualité et la pérennité des réseaux, on voit que ça va être un problème effectivement marquant, parce que si on veut que ce soit un réseau essentiel, si on veut pouvoir s'appuyer dessus pour construire les nouveaux services, il faut aussi qu'on ait une confiance qui soit à la hauteur de ce qu'on attend. Aujourd'hui, alors je ne vais pas faire de pessimiste, je ne vais pas dire on n'y est pas du tout, je ne vais pas dire on y est complètement, on est dedans. On est dedans, il faut travailler pour, il faut améliorer. On n'a sûrement pas rempli toute la page, il y a encore des paragraphes à écrire, mais globalement, je pense qu'on est dans la bonne mouvance. Hein. Gestion technique du bâtiment aussi, finalement, si tout passe sur IP, on va peut-être résoudre un des problèmes qu'on avait avant, qui faisait que c'était tellement propriétaire que personne ne voulait se lancer dedans, parce que dès qu'on faisait le choix d'un constructeur, on était obligé de le suivre partout. Là, si tout est IP, peut-être que du coup, ça va être plus facile à mettre en place brique par brique. On a aussi des capteurs qu'on va pouvoir mettre dans l'immeuble et qui vont peut-être permettre de mieux gérer en fait l'immeuble avec tous ces problèmes de consommation énergétique, avec tout ça. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on va pouvoir faire et on va pouvoir s'appuyer sur des réseaux. Le fait que les gens vivent aussi en collectivité à l'intérieur de ces grands immeubles vont peut-être donner envie d'avoir des réseaux sociaux plus locaux. C'est un réseau social, mais qui soit lié à la copropriété pour que tous les gens puissent se retrouver et partager les soucis qu'ils ont. Donc, on va pouvoir se retrouver là-dedans. À l'intérieur de l'immeuble, combien on va trouver de réseaux? Aujourd'hui, on a le réseau antenne. Est-ce que ce réseau antenne, alors, qui juridiquement a une importance, mais est-ce que demain, il aura encore une importance si plus personne regarde la télé à partir de l'antenne? Je ne sais pas répondre. Et même la télé telle qu'on la connaît aujourd'hui, est-ce que dans 10 ans, elle existera encore comme ça? Je pense que personne ne peut répondre. Donc là encore, je dirais, nous avons des tas d'opportunités. Le réseau à l'intérieur du bâtiment aujourd'hui était principalement basé sur du cuivre lorsqu'il existait. Est-ce que demain la fibre éteindra aussi cette partie du cuivre? Ce n'est pas impossible, hein. Il faudra voir. Peut-être que des réseaux de type Polan, qui sont plus vers les entreprises aujourd'hui, pourront s'adapter à alors probablement des copropriétés assez importantes. On parlait tout à l'heure de Paris 2 ou des choses comme ça. Peut-être que là, on peut concevoir quelque chose finalement comme un campus et avoir un vrai réseau local à l'intérieur. Ce qui imposera aussi d'avoir des métiers qui vont avec, parce que dès qu'on construit des choses comme ça, il faut les maintenir, il faut les opérer, et il faut expliquer aux gens comment on s'en sert. Donc tout ça, effectivement, ce sont des nouveaux métiers à avoir. Voilà, merci à vous pour d'avoir finalement là, vous avez dézoomé un peu sur le sujet fibre en donnant un peu de perspective et de vision un peu dans le temps, hein, ce que j'en comprends. Mais c'est vrai que votre propos mérite de s'y attarder. C'est que quand on met en place un réseau, hein, on voit les temps pour mettre en place des réseaux, c'est du temps long, hein, c'est des déploiements industriels, et donc c'est très complexe. Et effectivement, quand ce réseau est déployé, il y a du temps qui a passé et on se dit il y a de nouveaux usages qu'on n'avait peut-être pas imaginés au moment où on l'avait mis en œuvre. Et donc, c'est intéressant de dézoomer. Alors, si on rezoome là, si on revient sur la focale, sur les services qu'on peut déployer, François-Xavier, tout de suite, hein, parce que là, on peut imaginer des services qui peuvent être déployés tout de suite. On va prendre la zapette. Voilà. Vous allez nous expliquer les services, parce que souvent, quand je discute, c'est une petite boutade que je fais avec des copropriétaires, je leur dis, mais ça sert à quoi la fibre? Ah ben oui, mais les jeux vidéo et la télé. Mais on oublie que c'est bon, ça c'est la distraction, mais il y a beaucoup de choses qui sont bien plus utiles qu'on peut déployer grâce à la fibre, et ça va être tout le propos que vous allez aborder. Merci beaucoup. Merci pour
le dézoom, du coup. Je crois que si le décor est planté. Et maintenant, effectivement, l'objectif, c'est de concrétiser un petit peu l'utilité de cette fibre et de montrer, peut-être de démontrer, j'espère, pourquoi on en a tant besoin, pourquoi c'est réellement stratégique pour une copro. Alors, en 10 secondes, hein, la SBA, c'est une association à but non lucratif. On est encore beaucoup plus récent que vous, messieurs, hein, nous, 10 ans. Donc, on commence, hein, le sujet est plutôt nouveau, mais c'est une volonté de mettre les différents acteurs autour d'une table. Donc, ce n'est pas une profession, hein, au contraire, nous, on essaye d'attirer le plus de professions possible, hein, tous les gens qui, de près ou de loin, sont concernés par ce sujet. Donc là, vous voyez à la fois des bailleurs, des promoteurs, des architectes, des opérateurs, des énergéticiens, des installateurs, etc. Tous les bureaux d'études. On discute et depuis 10 ans, on a mis en place un certain nombre de guides, de livres blancs et de référentiels. J'y reviendrai tout à l'heure. C'est comme des modes d'emploi, c'est comme des méthodes que vous pouvez, au niveau des copros, appliquer en fonction, je dirais, du périmètre de vos projets. Donc aujourd'hui, on a 450 membres et l'objectif sur les 3 piliers que j'ai cités tout à l'heure, hein, donc Smart City, Smart Building pour le tertiaire et Smart Home pour le résidentiel et essentiellement, évidemment, le collectif. Alors, en résumé, si on devait un peu résumer ce qu'on attend aujourd'hui du connecté au niveau d'une résidence, c'est de la convergence. C'est-à-dire qu'on a parlé du réseau d'antenne, on a parlé de la GTB, on a parlé de différents réseaux, hein, de contrôle d'accès, etc. Historiquement, et ça c'est le bâtiment en France, hein, on a fait tout en silo. Chaque entreprise, chaque bureau d'études faisait un truc dans son coin et au final, très peu de convergence. Aujourd'hui, grâce au numérique, on va pouvoir enfin faire converger tout ça. Alors déjà physiquement sur un seul réseau, et puis surtout au niveau des usages, au niveau des données, essayer de faire converger, je dirais, l'ergonomie, par exemple, des applications. C'est-à-dire, je suis dans une résidence, si pour gérer mon logement, il me faut 3 applications, 5 télécommandes, quand je sors dans les parties communes, il faut des boutons, des détecteurs et une autre application, je suis perdu en fait. Et nos concitoyens aujourd'hui, en grande partie, sont perdus avec le numérique. Donc l'idée, c'est de simplifier tout ça. Souvent, quand on parle de smart building, ça fait un peu peur, on se dit que ça va être compliqué. Si c'est compliqué, c'est qu'on s'est trompé. L'objectif, c'est de simplifier. Et là, vous aurez des exemples, hein, aussi bien au niveau de l'énergie, au niveau de la sécurité, au niveau des menuiseries, tout ce qui est motorisation, les portes de garage. Enfin, l'idée, là, vous le voyez à travers différents exemples, et jamais dans une résidence, on a autant de sujets, hein, mais l'objectif de vos copros ou de vos conseils syndicaux, ça va déjà être de définir le périmètre, de quoi on parle, qu'est-ce qu'on veut faire converger, comment est équipée notre résidence, qu'est-ce qu'il y a. Donc là, la notion d'audit est intéressante, hein, c'est de faire un petit peu l'état des lieux de tous les équipements qui sont dans cette résidence et parfois faire aussi un état des lieux de tous les abonnements qu'on peut avoir. Parce que quand vous avez l'ascenseur, quand vous avez le contrôle d'accès, quand vous avez la chaufferie, vous avez presque à chaque fois un abonnement différent. Alors souvent en 4G ou 5G, parfois sur le cuivre. Donc ça va disparaître. Donc c'est le bon moment pour faire un peu l'état des lieux de tout ça et dire mais si on réunissait tout ça sur une seule installation. Alors, je ne sais pas si je ne vais pas vous faire peur, c'est un schéma, j'ai essayé de le simplifier au maximum, je n'ai pas réussi à le simplifier plus, mais en gros, le message qu'on pousse à la SBA, c'est de dire on ne peut pas faire supporter tout le connecté par la box de l'occupant. Parce que déjà, il y a des gens qui n'ont pas de box chez eux. C'est dans certaines résidences, de l'ordre de 20% des gens qui n'ont pas d'abonnement Internet. Donc, si on dit tous les services connectés de la résidence, tous les services connectés qu'on va déployer dans les logements sont basés sur la box des occupants, on met déjà 20% de gens de côté. Donc, on va définir, et je l'ai mis en orange, hein, le réseau des box, hein, j'espère que tu apprécieras, Didier. Ça, c'est, je dirais, le réseau privé, et les gens font ce qu'ils veulent là-dessus. Ils vont mettre les objets connectés qu'ils le souhaitent, ils vont gérer leur propre domotique s'ils le souhaitent sur leur propre réseau Orange, si ils ont une box et s'ils en ont envie. Et puis, d'un point de vue professionnel, hein, puisqu'on est là pour parler entre professionnels aussi, hein, les copros ont à leur disposition des professionnels, c'est de déployer
le fameux réseau que vous voyez en bleu ici, que j'appellerais le réseau immobilier. C'est-à-dire que quand les gens déménagent, ils ne partent pas avec ce réseau-là, hein. Ce réseau, il appartient à l'immeuble. Il est immobilier par destination. Donc ça, c'est quelque chose qui est fondamental quand on veut faire quelque chose de pérenne. C'est-à-dire que quand vous engagez des investissements, ce n'est pas pour 1 an ou 2, c'est pour 10, 20 ou 30 ans. Donc, le fait de dire on va déployer un réseau dédié à tous les services numériques et du bâtiment, des parties communes et des logements, c'est une garantie de pérennité pour l'avenir. Et ça a été très bien dit juste avant moi, il y a un moment, on n'a aucune idée des services qu'il y aura dans ces résidences dans 10 ans. Franchement, hein, vous pouvez, là, vous avez des experts, on peut faire un sondage, on n'arrivera pas du tout à la même conclusion. On n'en sait rien, en fait. Il faut accepter que le numérique a accéléré, va beaucoup plus vite que nous, et on a passé du téléphone, enfin, on a fait tout, je ne vais pas refaire l'historique, et puis le triple play, et puis le 4e service, le 5e service, le 6e service, et dans des logements, aujourd'hui, on a 10, 15, 20 services. Dans des résidences, on peut avoir, pareil, plus de 10 services. Hein. Donc, ça veut dire que ces services vont évoluer. Et ce réseau bleu, il permet de garantir qu'au fil du temps, quand vous aurez une nouvelle demande, là on voit beaucoup de sujets sur la mobilité par exemple, hein, on va avoir énormément d'investissements à faire sur la recharge des véhicules. Bon, bah là on peut imaginer qu'il y a plein de services connectés qui vont apparaître pour simplifier ça, pour optimiser ça. Eh bien, ça sera éligible évidemment à ce réseau bleu. Alors pour être concret, je vous ai fait un extrait des documents de la SBA. C'est la liste. C'est très très petit là. Ouais, alors je vais essayer de commenter. Mais vous l'aurez, donc c'est pour que tout le monde réponde au questionnaire de satisfaction. Voilà, ça, là c'est presque illisible. Répondez au questionnaire et vous aurez les détails. C'est une quarantaine de services. Alors peut-être que vous arrivez à lire les titres. Il y a 7 familles. Donc la première famille, c'est l'énergie. Donc, dans un bâtiment, hein, aujourd'hui, et vous êtes tous confrontés à ça dans toutes vos copros, c'est la fin du mois, c'est la facture énergétique. Donc, quand l'énergie n'était pas très, très chère, je ne dis pas qu'on s'en foutait, mais pas loin. Aujourd'hui, on ne s'en fout plus du tout. Et donc, tout ce qu'on va pouvoir optimiser à la fois sur l'eau, sur l'électricité, sur le gaz, etc., c'est du pain béni. Donc ça, c'est le premier sujet, c'est de faire des économies d'énergie, c'est de connecter une chaufferie, c'est de connecter les logements, c'est d'optimiser tout ça. C'est quelque chose qu'on n'a même plus à justifier, en fait. Hein. Donc là-dessus, on a défini un certain nombre de services et vous allez pouvoir faire votre marché, en fait. Hein. Ça, c'est un support de réunion de brainstorming d'un conseil syndical. Plutôt que de réinventer, eh ben, partez de ce genre de document et dites sur ces 42 services, il y en a 3 qui concernent notre résidence, ou il y en a 10, ou il y en a 15, mais ça va vous permettre de gagner du temps. Ça va peut-être aussi vous donner des idées. Oui, parce que ceux-là, je vous coupe volontairement, parce que ceux-là, vous avez réfléchi aussi à la capacité à les déployer. C'est-à-dire au-delà d'imaginer les services, il faut pouvoir les mettre en œuvre après. Donc, ceux-là, on sait qu'ils peuvent être mis en œuvre. Exactement. En gros, il y a 3 solutions sur ces services-là. Soit c'est oui, on en a besoin et on le déploie. Non, on n'en a pas besoin parce que ça ne nous concerne pas et ça ne nous intéresse pas et on oublie. Et puis au milieu, et c'est ça le numérique en fait, hein, c'est peut-être qu'un jour on en aura besoin. Et quand on va faire des travaux, là, parce qu'on va rénover par l'extérieur, on va engager des gros travaux dans les parties communes, eh bien, prédisposons cette résidence aux futurs services. C'est ça ce qu'on appelle, nous, le smart building. Le smart, j'ai entendu le mot intelligent tout à l'heure, moi, je pars en courant. Quand j'entends parler de bâtiment intelligent, je pars en courant. Par contre, quand on me dit c'est un bâtiment qui est malin, qui est futé, qui est prêt pour l'avenir, là, je suis plutôt rassuré et j'ai envie d'aller plus loin. Deuxième sujet, c'est le confort. Donc, c'est ce qu'on veut, hein, chacun, hein, quand on parle du logement, c'est typiquement avoir la bonne température. Hein. N'oubliez pas que cet hiver, il y a des gens qui se sont restreints pour faire des économies d'énergie et qui ont énormément baissé leur température dans le logement. Donc, voilà, là, c'est des sujets sur lesquels on va pouvoir évidemment travailler. Il y a des sujets, vous voyez, hein, sur la sécurité.
Donc ça, dans des résidences, hein, c'est alors là plutôt essentiellement en partie commune, hein, c'est le contrôle d'accès, c'est tout ce qui va être lié à la vidéosurveillance. Et puis dans le logement, c'est tout ce qui va être l'incendie, par exemple. Hein. Mais pourquoi pas, j'entendais parler d'Alliance et des assureurs tout à l'heure, les assureurs, ils adorent les copros où on a une démarche sur le dégât des eaux, par exemple. Le fait va avoir des capteurs de fuite d'eau, par exemple. Ça, c'est des petits sujets, mais qui peuvent vite être très rentables. Parce que quand vous avez un dégât des eaux au 7e et que vous avez les 6 étages en dessous qui sont touchés, tout le monde pleure. Hein. Donc ça, on sait aujourd'hui, avec un capteur, définir qu'il y a tel type de fuite d'eau à tel étage sans être obligé de mettre des capteurs partout. Hein. Donc c'est ça aussi le numérique, c'est qu'on arrive à modéliser des flux d'eau, par exemple, et d'anticiper ce genre de sinistre. Ensuite, vous allez avoir plein de sujets autour de la mobilité. Je ne vais pas y revenir, j'en ai parlé tout à l'heure. C'est nouveau, ça, hein, c'est une nouvelle famille de services parce que on est au devant, on est au début d'une longue histoire sur OK, mais je recharge mes vélos, je recharge mes trottinettes, mes scooters, mes motos et puis mes voitures, etc. Bon, OK, c'est quoi l'impact au niveau électrique? Je pense qu'on en parlera tout à l'heure. Techniquement, il y a un impact, mais au niveau des services, comment on va optimiser ça? Parce qu'on se doute bien que quand tout le monde va arriver à 19h avec sa voiture, on ne va pas recharger tous les véhicules à cette heure-là. Il va falloir optimiser et mettre de l'intelligence là-dedans. Il y a un sujet qui nous tient beaucoup à cœur parce que quand on parle de smart, souvent, c'est du gadget. Quand on parle d'énergie, c'est plus du gadget. Quand on parle de maintien à domicile, c'est plus du tout du gadget. Hein. Donc là, on imagine et on connaît la pyramide des âges. Hein, on sera de plus en plus nombreux à vouloir vieillir longtemps dans les bonnes conditions chez nous, sans aller dans les fameux EHPAD. Ça, le numérique apporte énormément de solutions pour le maintien à domicile. Et il y a quelques services là-dessus. Et puis je termine sur les 2 dernières familles aux parties communes. Donc là, il y a la gestion technique. Hein, il y a de plus en plus d'équipements dans vos copros. Et de base, ces équipements, ils sont déjà connectables, en fait. Donc l'ascenseur, évidemment, mais la chaufferie, tout ce qui est lié à la ventilation, etc., c'est déjà connectable. Donc l'investissement pour le connecter au fameux réseau fibre du bâtiment, il devient très, très faible. Hein. Donc faites-le parce que comme ça vous fera des interventions à distance, des diagnostics à distance, des notifications. On vous alertera s'il y a un problème avant, parfois même qu'il arrive. Ça, c'est la promesse des gens des ascenseurs. Hein. Grâce au numérique, ils vont être capables d'anticiper les pannes. Vous vous rendez compte? Et puis le dernier, c'est tout ce qui va être lié à des nouveaux services dans les parties communes. Donc, on voit des boîtes à colis connectées, par exemple. Là, on voit des choses qui arrivent, qui aident et qui facilitent la vie des gens. Et grâce à ça, on va pouvoir optimiser et améliorer la qualité de nos bâtiments. Pour faire ça, la question, c'est est-ce que ça va donner lieu à des nouveaux métiers? Moi, je réponds, et c'est que mon avis, hein, mais j'en suis convaincu. Alors, soit c'est des nouveaux métiers, soit c'est des métiers qui évoluent. Et je pense que la FFIE nous en parlera tout à l'heure. Moi, je n'ai aucun problème à ce qu'un électricien qui a embauché, qui s'est formé, qui a appris le numérique, devienne intégrateur. Hein. Donc ça, c'est une évolution des métiers, parce que quand on parle des nouveaux métiers, ça fait aussi un peu peur. Est-ce qu'il y en a assez, etc. Là, on part des métiers existants et ils vont être tout à fait en mesure de vous accompagner dans la mise en œuvre de ces installations. Moi, je rajoute un petit métier avant et un petit métier après. Donc, le métier d'AMO, assistance à maîtrise d'ouvrage, c'est des consultants. Hein, donc, Didier va être un représentant éminent sur ces sujets de la fibre. Mais on a des AMO Smart Building qui peuvent vous accompagner à vous poser les bonnes questions en amont, à vous aider à choisir les fameux services, là, à choisir le type de technologie. Hein. Donc, est-ce que c'est de la fibre? Est-ce que c'est de la 4G ou de la 5G? Voilà, c'est une question qu'on peut poser légitimement. Et surtout, à vous aider à faire l'audit. C'est quoi l'existant dans ma copro? Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui dans ma copro? Combien d'abonnements j'ai déjà dans ma copro? Et comment je pourrais optimiser tout ça? Et après l'installation, c'est l'opérateur local de services numériques. Là aussi, je pense qu'on va en parler longuement parce que c'est le cœur du sujet. C'est de faire en sorte que ces réseaux, que ces services soient pérennes, satisfaisants et fiables. Donc là, on a besoin de professionnels et je pense qu'on va pouvoir détailler tout ça parce que c'est le cœur du sujet. Voilà, merci. Donc, pour continuer, Adèle, finalement, on voit que on avait mis peut-être la fibre pour des usages un peu récréatifs au début, et puis maintenant, c'est plus du tout des usages récréatifs, François-Xavier, c'est
des usages centraux. Très Et donc, sensible. ça devient un élément essentiel, l'architecture numérique et l'installation de cette fibre dans le bâtiment. Donc, ça doit être fait forcément par des professionnels de qualité qui vont pouvoir contrôler les travaux qui ont été réalisés. Et donc, c'est là-dessus que vous travaillez, vous, à la FFIE, à assurer que cette infrastructure est conçue correctement. Exactement, exactement. Les acronymes de la FFIE, auparavant, c'était Fédération française des installateurs électriciens, pour faire court. Et depuis 3-4 ans, les acronymes ont été modifiés de manière volontaire et assez visionnaire. On a changé le I d'installateur en I d'intégrateur. En fait, l'idée, c'est que les installateurs électriciens ne sont plus simplement des installateurs qui viennent installer des produits électriques, des matériels électriques. Ils viennent intégrer des solutions électriques qui viennent participer justement à cette digitalisation de la société. Et c'est vraiment cette notion d'intégration de solutions nouvelles qui est le moteur de nos intégrateurs, de nos installateurs électriciens, dans le sens où nos 7500 entreprises, en fait, ça va de l'artisanat jusqu'à la PME et la grande entreprise. Donc, du coup, cette notion de digitalisation, on doit la manier avec beaucoup de prudence parce qu'elle peut faire peur aux très petites entreprises ou aux artisans. Et donc, nous, on essaie d'accompagner nos adhérents dans cette appropriation de la digitalisation et on passe par des guides comme Objectif Fibre, on passe par d'autres outils comme la normisation, on passe par de la pédagogie ciblée, locale, départementale, régionale, pour justement les sensibiliser sur l'apport du numérique dans leur secteur d'activité. Oui. Et ça passe par pas mal d'animation, pas mal de sensibilisation. Mais c'est là où je voulais en arriver, c'est que finalement, c'est un métier, déployer la fibre, les infrastructures, ces infrastructures numériques. Et donc, il y a des formations qui sont derrière, il y a des qualifications. Exactement. Je crois que même, on en parlait ici autour de la table, vous allez en parler aussi, c'est que maintenant, il y a des outils de contrôle qui fait qu'une fois que la fibre est déployée, on vient s'assurer que le débit qui était prévu, parce qu'on voit que ça devient essentiel, le débit qui était prévu sur le papier, il est bien là chez le client. Hein. Et donc, vous pouvez nous en parler Oui, en fait, dans le logement, on sait qu'il y a un arrêté qui est publié qui rend obligatoire l'installation d'un réseau de communication résidentiel qui va assurer à la fois la diffusion d'Internet, la diffusion de la télé, la diffusion de la téléphonie sur un même support, en l'occurrence des câbles à 4 paires torsadées en cuivre. Et donc, ce câble-là, en fait, il doit être installé de manière assez rigoureuse pour que le réseau soit pérenne et fonctionnel le plus longtemps possible. Et la réglementation impose qu'avant de livrer ce chantier, le professionnel doit tester ce réseau-là pour assurer, notamment pour le débit Internet, le 1 gigabit par seconde. Et donc, nos adhérents ont été formés et sensibilisés sur cette exigence réglementaire. Et donc, tout adhérent FFIE qui doit faire ce genre de réseau devra être équipé d'un matériel, un minimum de matériel pour assurer justement ce test, ce contrôle et cette même mise en service. En l'occurrence, si le service télé existe, on doit aussi tester la mise en service du signal de radiofréquence. Et donc ça passe parce qu'ils ne sont pas forcément au fait au départ. Et donc cette sensibilisation, c'est un travail qui est assez long, mais qui commence et qui a porté des fruits dans certains cas dans le résidentiel. Oui, parce que la qualité de ce qui est déployé doit être là dès le premier coup, les premiers passages. Éviter le repassage, oui. Ça évite les repassages et puis ça évite d'être déceptif pour le client. Alors, on continue ce tour de table, Francis. Voilà, vous, là, on a 2 témoignages maintenant aussi avec Francis et Stanco à niveau différent, hein, parce que Stanco représente plus les copropriétaires. Francis, donc vous avez au sein de votre copropriété, vous avez déployé ces systèmes. On en parlait d'ailleurs tout à l'heure en aparté. On se disait oui, mais nous on a pensé aussi à faire un réseau de communication interne. Donc on parlait d'IP. D'ailleurs, on parle souvent d'IP. Est-ce qu'il y en a quelqu'un qui peut expliquer rapidement au public ce que c'est l'IP sans que ce soit compliqué, vous voyez, pour vulgariser l'IP? C'est juste l'Internet protocole, c'est-à-dire c'est la façon dont on va communiquer sur le média. C'est la façon dont les paquets vont être échangés. Voilà. Je ne sais pas si ça sera encore plus clair pour le public. Donc, Francis, alors, pour témoigner vous sur votre copropriété,
ce que vous avez fait comme travaux. Alors, la copropriété dans laquelle je suis arrivé au milieu des années 90, c'est une copropriété qui datait des années 50. Donc, on est dans un concept, Le Corbusier, des années plutôt 20-30. Et quand dans ce concept, on était vraiment très éloigné de tout ce qui pouvait être moderne. Par exemple, on avait une informatique qui passait pas l'an 2000, on avait une chaufferie au fioul lourd, on avait un certain nombre d'équipements qui étaient obsolètes, on avait un PABX qui était mécanique, qui était une catastrophe. Un PABX aussi, ça, pour le C'est un autocom là, pour notre installation téléphonique. C'est un standard. Hein, c'est un standard, voilà. Et puis, un jour, Orange est venu parce que mon idée était de dire, c'est un énorme, je dirais, domaine dans lequel vous avez 22 hectares répartis avec 78 bâtiments, 78 cages escaliers qui sont dans ce domaine, ce qui fait une copropriété de 1500 lots. Et pas de circulation automobile à l'intérieur, et il fallait les services de gestion de cet ensemble sont des bureaux qui étaient au milieu du domaine. Et moi, quand je suis arrivé, je venais d'une grosse entreprise du BTP, assez moderne en termes d'équipement informatique, et je suis arrivé dans un domaine complètement, je dirais, vieillissant. Je suis passé du 20e au 19e siècle. Vous voyez, j'ai un petit peu reculé. Et puis, donc, quand Orange est arrivé, on a eu un excellent contact avec les personnes d'Orange de l'époque, et je pensais mettre en place déjà une conception très proche de Smart. Vraiment de dire, je voudrais une communication avec les copropriétaires, avec des échanges. Tout se faisait avec le papier, hein, les gens arrivaient à l'accueil, etc. Rien n'était... Et puis, je m'étais aperçu aussi que 70% des communications téléphoniques étaient à l'intérieur de la résidence. Autrement dit, à l'époque, les prix de la téléphonie étaient très chers parce que les téléphones portables n'étaient pas encore développés. Donc, j'ai essayé de trouver des solutions, je dirais, on était encore, je crois, au Bebop à l'époque, ou les choses comme ça, au Minitel. Alors, vous voyez, donc, donc je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose. Et Orange me dit, voilà, on va vous installer une installation en IP. Et un IPBX au lieu du PABX, donc un système d'autocom. Et je me suis dit, il faudrait que cet autocom soit comme dans une entreprise avec des SDA, donc des sélections directes à l'arrivée, avec tous les copropriétaires. Comme ça, du jour au lendemain, le téléphone est gratuit. Et puis, en fait, il ne faut pas trop s'accrocher sur une technologie dans des périodes qui bougent comme aujourd'hui, parce qu'effectivement, vous allez très vite être en retard ou vous tromper d'aiguillage. Hein. Et c'est un peu ce qui s'est passé. Et puis, donc, je laisse un peu le temps passer. Donc, je commence à m'équiper en informatique. J'ai une informatique qui passe l'an 2000. Je change ma chaufferie et on met un système au gaz et avec un système de cogénération, ce qui fait qu'on a pu diviser par 2 le prix de chauffage. Cogénération, c'est-à-dire qu'au lieu de chauffer avec des chaudières, on chauffe avec des moteurs électriques qui produisent l'électricité qu'on revend à EDF, ce qui fait que la recette d'électricité nous permet de diminuer le prix de la chaleur, etc. Donc, Orange nous propose, avec l'ARCEP, à partir de 2012, la mise en place de la fibre optique dans les milieux denses. Donc, là aussi, les premiers services sont les mieux servis. Tout de suite, je me suis accroché sur cette affaire-là parce que, dès le début, je pensais mettre en place une boucle en fibre à l'intérieur du domaine. Et je me suis dit, on va commencer déjà par la fibre d'Orange, puisque c'est Orange qui me l'a proposé. Et à l'époque, les autres opérateurs, notamment SFR et Bouygues, n'étaient pas dans la ville dans laquelle se trouve la résidence. Donc, il s'est retrouvé dans une situation un petit peu privilégiée. Bon, bah, après tout, pourquoi pas. Et il a mis en place cette installation. Alors, les premiers contacts avec Orange ont été excellents parce que ce n'étaient pas les mêmes que ceux qui étaient sur la téléphonie, c'était sur d'autres personnes, mais qui étaient très compétentes. Et tout de suite, la méthodologie, on l'a mise ensemble au point. Ensuite, on a fait la rédaction des résolutions pour les faire voter en Assemblée générale, parce que dans une copropriété, tout doit se faire voter par les copropriétaires. On ne pouvait rien faire sans que les copropriétaires soient d'accord. Les assemblées générales ayant lieu en juin et la première information qu'on a eue en février, tout de suite, on a essayé d'intégrer ces données pour les assemblées générales, ce qui fait qu'on a pu commencer les travaux qui se sont terminés début 2013. Donc, tout ça, ça s'est bien passé. Le coût était très, très, très minime puisque, je dirais, nous aussi, on a eu un avantage dans notre copropriété. J'ai d'autres témoignages des autres, je dirais, copropriétaires, grandes copropriétés qui n'ont pas eu la même chance que nous. Parce que nous, dès qu'il y a une intervention, comme rien n'était accessible en véhicule à l'intérieur du domaine, personne ne peut rentrer sans notre autorisation. Et on a accompagné
tous les opérateurs, parce que Orange, bien sûr, sous-traite à des sociétés, ce n'est pas lui qui va faire la pose des câbles, et donc aucune intervention ne peut se faire sans que nous soyons au courant, avec nos agents qui déterminent par où il faut passer, tant au niveau des parties enterrées horizontales qu'aux parties des communes dans les sous-sols que dans les parties des étages. Et donc, chaque fois qu'on faisait des travaux, systématiquement, on mettait en avance des fourreaux libres, et notamment des fourreaux pour la fibre. On savait que les rayons de courbure sont quand même moins, je dirais, importants que pour enfin, plus importants que pour le cuivre. Donc, du coup, on a anticipé sur ces choses-là. On a eu très peu de travaux de terrassement ou de tranchées. Donc, ce qui fait qu'on peut dire que le prix, je dirais, de la fibre pour les copropriétaires, c'était quelques dizaines d'euros. Donc, vous voyez, c'était tout à fait accessible. Alors, il faut donc cet accompagnement qui a permis de faire cette installation. Vu que le nombre de cages d'escalier, 78 cages, il fallait remonter dans tous les appartements, donc dans les colonnes montantes et dans les locaux qui étaient déjà réservés pour les courants faibles, la télévision, au téléphone. On a pu transformer tout ce qui était, rajouter, cette colonne de fibre à l'intérieur des logements. Le seul qui était déjà en place, c'était Numéricable, qui avait déjà changé ses réseaux au niveau de la partie horizontale, mais qui était resté en coaxial au niveau des verticales. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a bien sûr, l'Orange étant privilégié, a pu tout de suite mettre en place avec ses commerciaux une information sur place. Et déjà, dès le début, je dirais, dans le mois qui a suivi, il y a une centaine de copropriétaires qui sont tout de suite équipés. Alors maintenant, où est-ce qu'on en est? On est à peu près à 40% Orange, 40% Free et puis 20% Bouygues. C'est parce que les zones n'étaient pas dans la ville de Marly-le-Roi. Et aujourd'hui, il y a combien de personnes sur 1500? Il y en a combien qui sont à la fibre? Je dirais 80%. Ouais. 80%. Oui, parce que là, ce que le public ne sait pas, c'est que vous avez, c'est une grosse copropriété, on l'a compris, vous l'avez compris, c'est que vous avez fait un appel à contribution pour cette conférence aujourd'hui et que sur 1500, il y en a beaucoup qui vous ont répondu et qui vous ont envoyé des petites notes de témoignages. C'est ça qui s'est passé. Donc, voilà. Donc on ne va pas tous les aborder aujourd'hui. Mais donc, ce qui nous intéressait et ce qu'on voulait savoir aussi, c'est aujourd'hui, bon, vous avez déployé la fibre, c'est quels sont les services que vous avez mis en place, à la fois, je parle chez les utilisateurs et les services généraux, vous avez en place qui aujourd'hui fonctionnent sur la fibre. Alors, je n'ai pas toutes les informations parce que je ne suis plus dans cette copropriété, mais je sais que, bon, bien sûr, la volonté de développer cette fibre, c'était pour, je dirais, mettre en place tout ce qui était susceptible d'être agrégé à cette fibre, et notamment tout ce qui était contrôle d'accès, tout ce qui était le service à la personne, tout ce qui était information, mettre en place, on a l'intention de mettre en place des écrans dans chaque cage d'escalier. Alors, on ne sait pas si c'est au niveau de l'ascenseur, parce qu'il n'y en a pas, mais il y a aussi la volonté de mettre en place des ascenseurs. Donc, il y a toute une communication qu'on va faire avec tous les équipements futurs. La copropriété est très en retard en termes d'équipement. Je vous dis, il n'y a pas d'ascenseur, il y a plein de choses qui sont encore là. On a mis quand même en place les contrôles d'accès, mais avec pour l'instant, filaires. On voudrait les basculer vers la fibre. Et puis, avoir une cartographie, par exemple, lorsqu'on chauffe, on a un chauffage collectif, pour connaître l'information. Alors, pour l'instant, ça se fait par des capteurs que l'on met dans les appartements qui sont en relation par Internet, mais par le système de fibre, on pourrait le multiplier parce que tous les appartements ne sont pas équipés. Donc, si on pouvait cette cartographie dans tous les domaines, dans le domaine de l'éclairage, je dirais, du confort thermique, et ça, je pense qu'il y a plein de choses où Smart, il y a des choses à développer. Oui, parce que finalement, cette copropriété que vous décrivez, c'est une mini-ville. C'est une ville, c'est une ville de 4000 habitants. Quand vous gérez l'éclairage, vous ne parlez pas de l'éclairage chez la personne, vous gérez l'éclairage des parties communes, pour savoir quand une lampe est grillée, savoir voilà si dizaines d'hectares que vous avez. 22 hectares et il y a 140 000 m² construits. Je vois Adèle reprenez le micro, il y avait un complément. C'est exactement ça, c'est typiquement le cas où les parties communes, en fait, se doivent d'externaliser certains services, typiquement l'éclairage, le chauffage, le contrôle d'accès, la vidéosurveillance, tout ce qui est consommable. Et cette externalisation fait l'objet de travaux normatifs au niveau d'AFNOR et auxquels pas mal d'opérateurs et installateurs sont membres de la table ronde.
Et on essaie de mettre en place le coffret des services vers l'extérieur qui va permettre de justement, à travers la fibre optique, d'externaliser et d'avoir accès à l'ensemble de ces services communs, des parties communes, justement, de pouvoir les centraliser et avoir accès directement via un opérateur enfin, c'est un nouveau métier, on parlait tout à l'heure de nouveau métier. D'intégrateur électricien, opérateur local de services numériques. Enfin, et c'est cette possibilité-là qui se fait et qui est en cours de réflexion et qui est même retranscrite dans certains textes normatifs. Didier, Juste une chose, je voudrais aller même plus loin, jusque tout un système de conciergerie. Et c'est ça qu'il faudrait obtenir. Juste Didier, juste un petit mot, et puis on va donner la parole à Stanko. Didier, on voit qu'il faut installer aussi une box ou en tout cas quelque chose pour communiquer dans les parties communes, pour pouvoir gérer ces parties communes. Et ça, il ne faut pas l'oublier quand on crée son infrastructure. Bon, François-Xavier en a parlé, mais il ne faut pas l'oublier. Oui. Ce que vient de dire Adèle, c'est-à-dire que quelque part aujourd'hui, il y a ce côté centralisateur pour pouvoir gérer tout cet ensemble autour. Par contre, moi, je reviens sur le cas de figure qui nous est présenté là-dessus, qui nous a été présenté pour ces grandes copropriétés. C'est un cas, c'est super ce cas-là, parce que il a beau dire, oui, on était au 19e siècle, et donc il y a tout eu à faire. C'est vrai que ça a été peut-être ça ASD, mais nous, opérateurs, on n'était même pas prêts à ça. C'est-à-dire que nous, opérateurs, on était dans une logique de traiter immeuble par immeuble, copropriété par copropriété, mais pas de cette envergure-là. Lui, il est arrivé avec une ville. Une ville, il dit, voilà, je fais un appel d'offres pour que cette ville-là, elle fonctionne, soit à la fois tournée vers l'extérieur, mais aussi tournée vers l'intérieur. Et il a fallu, à l'identique d'un campus, d'une entreprise, d'un réseau d'entreprises et tout ça. Et donc, en même temps, ils ont apporté une innovation sur ce qu'on est en train aujourd'hui simplement de commencer à sensibiliser les autres, parce que tous vont passer par où ils sont passés. C'est-à-dire que quelque part, aujourd'hui, même pour un immeuble de 20 logements, cette question de gérer dans tous ces services par rapport à la cage d'escalier unique, elle va se faire sur le même modèle que le leur, sauf que eux, étant avec la taille que c'est, ça représente avec un pôle central, avec des intégrateurs, du personnel et tout ça, parce qu'ils ne vous disent pas, mais en même temps, ils ont je ne sais pas combien de piscines, ils ont là, enfin, il y a un équipement, il y a tout l'équipement au même type qu'une ville. On est sur une ville. Alors, et donc, pour en revenir là-dessus, c'est que cette passerelle, même si ça ne te plaît pas, le côté intelligent, c'est ce côté où les choses, ça fait plein d'interconnexions. Oui, pour certains, ça va être géré à partir d'une simple box ou quelque chose de similaire. Pourquoi? Avec un seul accès, donc un seul abonnement, plusieurs services vont pouvoir s'y raccrocher dessus. On est passé à quelque chose de beaucoup plus grand, comme au niveau d'une entreprise, où il y a des dizaines de services et qu'il faut gérer, qu'il faut être, en même temps, ils sont exigeants, forcément, vu la taille, le standing aussi de la résidence, c'est 24/24, 16 jours sur 7, zéro panne, tout le temps, il faut que ça fonctionne. Et donc, il faut rentrer dans une dimension où l'essentiel, eux, ils l'ont inventé déjà, ils l'ont déjà inventé il y a déjà 10 ans, alors que nous, il y a 10 ans, quand on a commencé à faire les déploiements, on a mené, comme disait tout à l'heure Claude, avons-nous amené suffisamment de fibres? Oui, on a amené des fibres, il y a 10 ans, on a amené des fibres pour s'assurer que chaque logement aurait son accès fibre. Et là, on a commencé à dire, notamment chez Orange, parfois, il faudrait peut-être mettre 2 accès, juste en réserve, parce que, et moi, dans ma tête, dans mes développés que je fais la plupart du temps, je ne parle plus du 100% fibré, je parle du 110% fibré, 100% pour le côté, donc, voilà, consommation au niveau du logement, et du 10% pour pouvoir faire la consommation autour du smart. Donc, oui, voilà, donc moi, je pense que c'est un très bel exemple, très en avance, mais qui devient l'actualité aujourd'hui, et qui va bouleverser peut-être un peu nos déploiements actuels. On va se reposer des questions. Avons-nous suffisamment dimensionné le réseau? Parce que la vie d'aujourd'hui, et encore plus celle de demain, c'est celle que vous avez déjà, à laquelle vous goûtez déjà depuis 10 ans. Quoi. Stanko, alors là, on va parler de manière aussi, merci pour cette patience. Stanko, non, c'est très intéressant. Donc, je prends des notes. J'ai des réactions aussi. Donc, effectivement, à l'ARC, vous fédérez, vous regroupez
beaucoup de copropriétaires. Donc, Oui. il n'y a pas que les grosses copropriétés, il y a aussi plein de petites copropriétés. On a tout un panachage, enfin tout un bouquet de copropriétés qui font partie de nos adhérents et également de grandes copropriétés de 1000 lots par exemple, notamment des copropriétés en difficulté que peut-être certains d'entre vous connaîtront comme celle de Grigny. Et dans ces cas-là, c'est l'ARC qui a appelé à la rescousse pour aider parmi d'autres acteurs à essayer de redresser la barre. Oui, mais c'est effectivement… sur les fibres, finalement, est-ce qu'aujourd'hui, quelles sont les demandes des copropriétaires? Est-ce que ça génère, parce que je sais que vous, Stanco, vous êtes au cœur du système. En plus, vous avez plein d'appels de copropriétaires qui posent des questions techniques. Donc, oui. Voilà. Nous, en tant qu'association, on a monté donc des permanences techniques. On a des spécialistes en équipement, on a des architectes. Moi-même, je suis architecte des PLG. Et à ce titre, on s'est partagé les créneaux. Moi, par exemple, il y a 2 journées par semaine où je me consacre uniquement à répondre aux adhérents. Et donc, par ce biais-là, j'ai toutes sortes de questions qui me remontent du terrain. Et celles de la fibre ne sont pas des moindres. Ça concerne notamment l'anarchie que l'on a pu constater et que, heureusement, on constate un peu moins, mais on sent une diminution des plaintes, mais l'anarchie dans la gestion des différents intervenants qui viennent poser la fibre, c'est-à-dire une fois que l'immeuble est fibré par l'opérateur dédié à l'immeuble, les différentes entreprises privées, Free, Bouygues et compagnie, qui viennent brancher les appartements individuels, occupent le terrain de façon plus ou moins ordonnée, et plutôt moins que plus. Et donc, c'est surtout ce genre de problème qui nous est remonté. Donc, pour dire familièrement, le problème du plat de nouilles que vous pourrez visualisez facilement. Donc, ce genre de question est encore assez courante, même si ça a un peu baissé. Certainement que l'ARCEP a dû être pas mal sollicité sur le sujet et a dû prendre des mesures auprès des intervenants. Donc, peut-être que Didier est dans le secret des dieux, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça a l'air d'aller un peu mieux. Mais c'est une préoccupation. Ça, c'était la question. Est-ce que le public qui vient vous voir aussi pose ces questions, comme disait, comme exprimé François-Xavier, de dire voilà, nous on met la fibre dans notre copropriété, comment on va déployer les services de contrôle d'accès, les services de gestion parce qu'on voit il y a la transition énergétique, on en a parlé mardi, hein, il y a la transition énergétique, du pilotage de l'énergie dans mon bâtiment. Est-ce qu'aujourd'hui, les liens sont faits? Non, le lien ne se fait pas encore naturellement. Donc, c'est une de nos missions à l'ARC qui est de relier et de faire preuve de pédagogie et d'expliquer les tendances pour que les copropriétés puissent prévoir et s'équiper de façon intelligente. Parce qu'on voit des doublons, on voit des choses qui sont complètement contre-productives, des produits, des multiplications d'abonnements, comme disait Jean-François, François-Xavier, pardon. François-Xavier ou Jean-François, je ne sais plus. Pardon? C'est les deux. Voilà, Jean-François Xavier. C'était une blague parce que je me dis, c'est pas ce que j'avais. Ça fait quelques années que je me trompe, du coup. Bon, tu me pardonneras. Donc j'étais extrêmement attentif à ce qui était dit à propos de la Smart Building Alliance, parce que un des soucis qu'ont les copropriétaires, c'est la crainte de l'extrême technicité et qui mènerait à une perte de contrôle, avec donc une perte de contrôle, une multiplication des coûts et éventuellement une perte de résilience aussi. Donc si les choses sont faites de façon pas très professionnelle, chacun de son côté, sans communication et sans vision d'ensemble, sans participation de ce super intégrateur qui, à mon avis, va être un
un acteur qui va être vraiment, qui va prendre de l'importance, qui doit prendre, on n'aura pas le choix, et ben on va se trouver avec des situations, les copros vont perdre en résilience, c'est-à-dire que on ne pourra pas prévoir des coupures d'électricité, tout va être bloqué, on ne pourra plus ouvrir le portail enfin bref, ça va être parce que ça peut arriver, hein, on prévoit des changements climatiques, etc. Donc il peut y avoir toutes sortes de choses. Donc les copros doivent pouvoir avoir une vue d'ensemble pour pouvoir savoir comment gérer. Et nous, dans nos rapports avec nos adhérents et notamment les conseils syndicaux, on les informe là-dessus. Voilà. Et on est très attentif à ce que fait la Smart Building Alliance parce que c'est, à notre avis, le futur. Oui. Et juste pour reprendre la question des énergies et de la rénovation énergétique, on est de plus en plus amené à avoir des sources d'énergie complexes. Donc avant, on avait le gaz ou encore avant le fuel et on se reposait dessus et c'était merveilleux. Ensuite, l'électricité aussi. Tout pousse maintenant à aller vers des solutions hybrides avec des bouquets de génération d'énergie. Donc, il peut y avoir du géothermique, il peut y avoir du photovoltaïque ou du solaire thermique, des pompes à chaleur, etc. Et tout ça doit être géré. C'est-à-dire, ça devient des process de plus en plus complexes. Et il est rare d'avoir ce genre de technicité parmi les membres du conseil syndical. Donc, jusqu'à maintenant, il y avait toujours quelqu'un qui était lié au bâtiment, qui savait un peu, si on lui demande s'il y a un problème de serrurerie, donner son avis, ou un problème d'évacuation d'eau usée qui est bouchée ou fendue ou autre. Mais là, on passe à un autre niveau. Lorsqu'il s'agit de voir, par exemple, comment monitorer et piloter le chargement des batteries électriques des véhicules qui sont dans le parking par les panneaux solaires, en partie par les panneaux solaires qui sont sur la couverture. Stanko, ce que vous décrivez là, finalement, c'est une forme, c'est la société qui veut ça, hein, c'est une forme de complexité avec les usages et le numérique. On voit que sur la voiture, bon, je ne vais pas faire des parallèles que tout le monde connaît, hein, la voiture avant, certains pouvaient réparer presque leur voiture tout seul. Aujourd'hui, il faut passer au garage parce qu'il y a l'électronique, il faut brancher des systèmes. Et donc, il y a besoin d'expertise derrière. La question que je voulais vous poser, parce qu'elle vaut Didier, cette question de résilience, sur les copropriétés et pour rassurer les copropriétaires, parce que est-ce qu'on peut avoir des doubles systèmes ou des systèmes résilients qui fait que ça va marcher, quels que soient les cas d'usage qui vont se présenter, où il faudra toujours un intégrateur électricien ou un opérateur local de service pour accompagner la maintenance? Alors, moi, je dirais que c'est une très bonne question, mais en même temps, je vais rebondir sur ce qu'il vient de dire, quelque chose qui était assez important. C'est vrai que ça prend dans tous les sens. C'est qu'on a bien vu et constaté, et là, donc, j'alerte, en effet, notamment l'ARC, mais pas que l'ARC, les autres fédérations de domaine immobilier, je fais la même chose auprès d'eux, en disant, ne vous laissez pas séduire par n'importe quelle sirène, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, au prétexte qu'on a annoncé des arrêts du RTC, des arrêts de démontage du cuivre et tout ça, il y a des petits malins qui ne sont loin d'être très professionnels, qui font des campagnes d'affichage et tout ça, même dans les ascenseurs, en disant, écoutez, voilà, Orange a arrête ce service-là, moi j'ai des kits mobiles pour faire fonctionner les ascenseurs, prenez-moi là-dessus. Et ces messages sont même portés par des grandes enseignes du domaine immobilier, ce que je ne veux pas annoncer, mais des enseignes nationales, parce qu'ils ont, eux, des marchés pour pouvoir remettre et refaire passer justement ce genre de... Je viens de saisir toute une campagne en la matière dans les ascenseurs d'un département limitrophe ici, hein, par là, et donc c'est faux tout ça. Donc automatiquement, je ne pourrais que vous encourager à vous référer à des professionnels, que ce soit de la SBA, que ce soit de la FFIE et autres, pour avoir des MOA sérieux qui vous conseillent et qui vous amènent à faire les bons choix et à construire le réseau qui sera bon pour vous. Aujourd'hui,
on ne coupe le téléphone à personne aujourd'hui parce que, soi-disant, on a décidé de le couper. C'est pas ce que disait Claude tout à l'heure pour la TNT, en nous disant, attention, hein, à telle date, clac, c'est la mire, il n'y aura plus rien. C'est pas eu ça. Il y a un accompagnement, on vous prévient, on vous amène à faire des choix, à vous préparer. Donc, ne vous laissez pas séduire par tout et n'importe quoi au prétexte que là-dessus. Faites les choses sérieusement avec des gens sérieux qui ont pignon sur rue et pas un pignon sur rue, je regrette, un vendeur de logement ne connaît très peu de choses sur le monde du numérique ou de trucs là. Voilà. François, Au même titre que moi, je ne connais pas grand-chose pour vendre des logements. François-Xavier, oui, donc je pense qu'il y a un élément essentiel, c'est ce que disait Stanko, qui était de dire il faut proposer les bons services en fonction de ce que veut la copropriété et il faut pas, c'est pas tout qu'on prend, c'est en fonction des attentes aussi. C'est un énorme risque en fait. Hein. Dans le bâtiment, on est habitué à tout faire d'un coup parce que on a un investissement et puis il y a des entreprises qui interviennent et on livre. On livre un bâtiment. Ça, c'est exactement l'inverse dans le numérique en fait. Le numérique, vous l'avez sur votre smartphone, on fait des mises à jour. On ajoute des services au fil du temps. Et moi, le conseil que je donne à toutes les copros, c'est de voir petit au départ. C'est-à-dire un réseau, donc voir numérique quand même, parce que vous pouvez voir petit en faisant une juxtaposition de plein de choses. Ça, c'est mort. C'est qu'en gros, vous allez avoir plein d'intervenants, plein de prestataires, et au fil du temps, vous allez en rajouter, et puis vous allez en rajouter. Et puis, le risque, c'est de tomber sur des gens moins sérieux. Et au final, vous avez une usine à gaz, et en gros, tout le monde vous tombe dessus et personne n'est content. Donc, voir petit, c'est d'abord voir convergent. Donc, les 2 ou 3 services de base que vous allez commencer par mettre, commencez pas à les faire de façon juxtaposée. Au contraire, il faut les faire de façon convergente sur un seul réseau. Et puis, une fois que vous avez 2 ou 3 services qui sont déployés et qui donnent satisfaction, c'est fiable, ça marche bien, tout le monde les utilise, tout le monde a compris. En gros, on est satisfait de ces 3 services, eh bien, on peut en rajouter un 4e, et puis un 5e, etc., etc. Alors, le mot résilience, moi, il m'intéresse beaucoup, parce que quand on parle de fiabilité, quand on parle de pérennité, hein, il faut que ce soit quelque chose de stable dans la durée et de stable dans les incidents qui peuvent arriver, parce qu'on n'est pas à l'abri hein, de différents incidents, de différents ordres. Voilà, on collectionne les crises, etc. Donc, il va y avoir des choses qui vont se passer. Et quand on parle de bon sens, hein, quand on parle de smart, c'est le bon sens, on a tendance à dire, dès qu'on va faire un service, on va faire en sorte qu'il soit résilient. Donc, on met un plan A et un plan B en route. Et ça coûte très cher. Ouais. Donc, il vaut mieux avoir un seul réseau qui est, lui, redondant. Donc, la fameuse fibre peut tout à fait être secourue par déjà un onduleur et peut-être un routeur 4G. Donc, c'est à l'échelle du seul réseau bâtimentaire, là, il y a de la résilience. Et si pour une raison ou pour une autre, comme avant-hier, il y a eu un problème chez Orange, pour ne pas le citer, ça peut arriver, et ça arrivera. Et puis après, il y a des problèmes de cybersécurité. Donc, il y aura des soucis. S'il y a un problème sur la fibre, pas de problème. Les locataires, ils ne vont même pas s'en rendre compte parce que automatiquement, on va basculer sur la 4G. Ça va passer sur autre chose. Ouais. Claude, il y avait 2 choses sur lesquelles je voulais vous interroger, et vous allez déployer aussi votre propos hein, parce que vous aviez une idée en tête. C'était effectivement, mais ce sont 2 choses un peu différentes et complémentaires. C'est la résilience, on a parlé de résilience des réseaux, mais c'est aussi, la question que posait Stanko, c'est aussi l'autonomie des copropriétaires à pouvoir quelque part autogérer. Je sais que les adhérents de l'ARC sont particulièrement sensibles à cette dimension de rester indépendants et autonomes sur les solutions qui seront mises en œuvre. Alors, on ne peut pas dire que le copropriétaire va être autogérant des systèmes. Ça, ce n'est pas possible. Vous imaginez bien que si chacun fait ce qu'il veut, ça va être l'anarchie. Ce n'est pas possible. Il faut bien que ce soit rédigé. Quand on voit, par exemple, si on mutualise une partie des services de l'ascenseur et des services de la chaufferie, qui en est responsable, la chaufferie ou l'ascenseur? Il faudra peut-être inventer un métier, ce que je disais tout à l'heure, pour que quelqu'un soit responsable à la fois des services à la chaufferie et à la fois les services à l'ascenseur. Ça, c'est quelque chose. Non, ce qui m'a fait un peu sourire dans les propos de Stanko tout à l'heure, c'est qu'il disait qu'il avait des plaintes, les fameux paquets de nouilles qu'on voit partout, je ne vais pas en rajouter. Mais en fait, ce qui se passe dans ce que vous voyez, vous, avec vos yeux, c'est que vous avez 2 sortes d'intervenants, et 2 sortes d'intervenants très différents. Vous avez des gens qui, conformément à la loi,
apportent la fibre à l'immeuble. Ces gens-là, ils sont extrêmement surveillés. Ces gens-là doivent pouvoir montrer qu'ils ont été formés. C'est le seul endroit de l'installation de la fibre optique où ça arrive. Nulle part ailleurs, on a besoin de le faire. Donc là, sur cette partie-là, qui va de l'extérieur de l'immeuble jusqu'à l'endroit où vous allez vous raccorder, c'est totalement surveillé. Donc on voit ces gens travailler, on dit c'est formidable, hein, ils travaillent super bien. Et arrive derrière, quand vous voulez l'abonnement, des gens qui sont ceux qui sont dans la rue et qui ne sont absolument pas formés. Alors c'est normal que le copropriétaire, ils disent mais je ne comprends pas, les autres ils bossaient super bien et lui il bosse super mal. Ce n'est pas du tout du hasard, c'est pas du tout du hasard. Vous savez, j'ai entendu tout à l'heure aussi des propos sur la fibre. La fibre, le verre en général, c'est extrêmement résistant. Vous roulez, si vous avez Coyote, à 200 km/h sur l'autoroute sous une averse de grêle, votre pare-brise, il tient parfaitement. Il n'a rien, votre pare-brise. Par contre, s'il a une petite rayure, s'il a été mal installé, un simple coup de gel ou un simple coup de chaud vous le fera claquer. Donc, ce qui est bien installé, c'est extrêmement fiable. Ce qui est mal installé, forcément, ça sera beaucoup plus ouvert aux intempéries. Alors, on va prendre quelques questions. Merci pour cette précision. Non, parce que je vois, on pourrait passer l'après-midi là ensemble, mais et la soirée, on a Morgane qui va nous rejoindre, qui d'habitude est avec nous, mais pour des raisons de gestion, est à distance et ça marche bien. Et donc ça permet de fonctionner en hybride. Et qu'il y a deux questions, Morgane, hein, qu'a posé le public. Il y en a plus que ça, mais on va en poser deux. On a dit qu'on en allait sélectionner deux avant de terminer cette conférence. Alors, qu'est-ce qu'on a comme question, Morgane? Alors déjà, bonjour à tous. Alors, on a une question de Roger. Vous m'entendez bien, c'est bon? Oui, très bien. Très bien. On a une question de Roger qui dit « Pourquoi ne pas utiliser un réseau 5G privé pour les parties purement dédiées aux bailleurs ?» Alors, voilà, on va répondre déjà à cette question. Est-ce qu'on prend un réseau 5G? Ça, c'est Didier peut-être qui peut répondre, ou François-Xavier, bon. La question que j'entends, c'est on met pas de fibre, on met que de la 5G, et puis… Je comprends. Alors, la problématique par rapport à cette réponse, je vais répondre à ça, mais avant de répondre à ça, ah oui, j'ai Stanco là. Je voulais simplement dire à Stanco parce que je les connais très bien. Je connais très bien les adhérents de l'ARC depuis l'origine, depuis toujours, quelque part. Et c'est vrai que c'est une communauté où on a l'habitude de se débrouiller tout seul, où chacun aime bien, à partir de son ordinateur, piloter son extranet, son intranet, faire des choses comme ça. C'est dans leurs ADN. Le problème, par rapport à ce qu'on a dit là, je vous rappelle, c'est que quand vous allez avoir des services, notamment de sécurité, des services, des choses comme ça, si jamais il y a un pépin, s'il y a quelque chose qui n'est pas fait, qui n'est pas réparé, ou l'alarme qui a sonné et que personne n'a fait la réparation qu'il fallait faire, qui sera responsable? Le bénévole de l'ARC? Ce serait un peu dommage. Donc, je pense qu'à un moment donné, le côté résilience, le côté sérieux des choses, c'est de revenir vers une forme de professionnalisme si on veut être satisfait de ce qu'on veut avoir. Bon, voilà, ça, c'est la première chose. Alors après, à la question du public, quelque part, pourquoi pas la 5G? Oui, pourquoi pas la 5G? La 5G c'est un support. Après, il faut faire un rapport entre support et support. Il y a deux types de supports. Il y a le support filaire, donc, dont on vous parle, la fibre, qui est ultra sécurisée, qui fonctionne tout le temps, sauf s'il y a un rat qui vient la manger. Mais bon, c'est ce qui se passe soi-disant en ce moment sur Paris. Mais bon, voilà, je dis ça, c'était pour la boutade. Mais à part ça, si vous voulez, c'est super sécurisé, c'est stable. Vous pouvez être sûr que d'un point A à un point B, la liaison, elle est fiable. Un réseau mobile, c'est un réseau mobile. C'est-à-dire que quelque part, le côté fiabilité, il est fiable, certes, il est sécurisé en matière de cybersécurité et tout ça. Il n'y a rien à dire dessus. Malgré tout, en matière de fiabilité, c'est un peu comme quand vous regardez la télé par la TNT. Les jours de grand vent, parfois, ça bouge un petit peu. Je le fais grossièrement. Je dirais que quelque part, mettre tous ces œufs dans le même panier, si je choisis un panier, je prends celui du filaire. Et je prends la 5G comme un outil de sécurisation. C'est-à-dire que quelque part, pour doubler un réseau en termes mais je ne le prends pas en tant que primaire. En tant que résilience. Claude, juste en 10 secondes. Juste un point supplémentaire, je pense qu'il faut regarder les impacts environnementaux.
parce que effectivement, le fixe va produire moins de carbone que le sans fil. Mais ça, je vous invite à assister à la table ronde du Credo, 6 avril. C'était un appel Et vous saurez tout. à participation, oui. Deuxième question, Morgane, et dernière question. Oui, alors c'est une question de Pauline qui dit: le préfibrage d'un immeuble est bien à la charge du constructeur, mais nous trouvons des contradictions entre le code de l'urbanisme et le CPCE sur la prise en charge du raccordement de l'immeuble. Est-il bien également à la charge du demandeur comme pour les autres réseaux tels que l'électrique, le gaz, etc. Ouais, on parle sur les immeubles neufs, hein, c'est à la charge de qui? Alors, disons, les fibres du réseau. Est-ce que aujourd'hui, quand on fait un logement neuf, finalement, la fibre, elle vient jusque dans le logement? Enfin voilà, moi je n'ai pas tout compris tout ce qu'il y avait dans le détail de la question, mais c'est des questions assez récurrentes qui viennent de temps en temps. Dès 2008, dès que la loi de modernisation économique est sortie, il y a une chose qui est un basique qui est sorti et qui s'est affiné au fil des années en fonction du regard qu'on avait sur le côté opérationnel. Mais ça dit quoi? Tout ce qui est l'immobilier neuf créé, nouveau, est à la charge de celui qui construit l'immeuble. Ce qui veut dire que l'installation du réseau fibre optique jusqu'à la prise, le réseau intérieur de distribution, tout ça est à sa charge. Dans le cadre de l'immeuble existant, qui est la majorité sur le plan national, c'est à la charge des opérateurs. Je vous la fais courte, quoi. C'était en gros, c'est à la charge des opérateurs. Donc, en matière de… Des opérateurs type Orange ou d'autres, hein. Il y en a 18. Il y en a 18. On parle des opérateurs qui installent la fibre. Hein. Oui, qui installent la fibre. Il y en a 18 aujourd'hui sur le marché qui sont là. Et quand vous voulez savoir quel est votre opérateur local qui installe la fibre, pas celui à qui vous achetez l'abonnement, hein. Je parle bien de celui qui construit l'autoroute, qui construit les infrastructures. Là, il y en a 18. Là, vous allez sur le site de l'ARCEP, il y a une carte, vous tapez votre adresse sur cette carte et ça vous dit quel est l'opérateur local. Bon, voilà, ça c'est assez important à savoir. C'est plus compliqué qu'avant, certes. Mais donc là, oui, là, ça donne de l'autonomie à tout chacun. Après, par rapport à ça, donc, on dit l'immobilier neuf est à la charge du promoteur, enfin du constructeur, et l'immobilier ancien est à la charge des opérateurs. Moi, dans le sens de la question, je pense que ce n'était pas simplement ça. Il y avait une question de réalisation qui fait quoi, jusqu'où. Ça, je n'ai pas très bien compris la question. Bon, ça, on pourra peut-être à la limite la revoir. Dans ce cas, ça, vous m'envoyez la question. Et puis on y répondra. Mais donc, en tout cas, c'était bien d'avoir fait la segmentation entre le neuf et l'ancien, et c'était bien d'avoir précisé. Voilà, on arrive au terme de cette conférence parce qu'on a dépassé de 5 minutes. On peut applaudir les conférenciers. Merci à vous toutes et vous tous. C'était un grand plaisir. On peut dire merci à Didier une dernière fois parce que, encore une fois, c'est un grand plaisir de t'avoir avec nous pendant toutes ces années. Stanko, vous êtes vu… En réalité, c'est Stanko qui a la primeur parce que c'est lui qui va avoir… C'est pas de ma faute, hein. Ma dernière fois, qui va avoir ma dernière parole, puisque je fais ma dernière prise de parole, je la fais pour les adhérents de l'ARC. Voilà, qui a lieu. Vous faites ça quand alors, Stanko? Je ne sais plus, en avril, non? Avril. Voilà, donc vous allez avoir cette primeur, cette dernière fois avec vous. C'est un grand plaisir, en tout cas, Didier, de vous avoir sur le grand circuit pendant toutes ces années. Merci à vous, chers conférenciers.